Tire-livre, 30 livres, 30 jours, on est au 25. Et encore des piles, et encore des piles. Je pouvais pas faire un truc comme ça sans passer par Jacques Roubaud. Pourquoi, vous me direz ? Parce que c'est comme ça. Je suis loin d'avoir sorti tous les Roubaud qu'il y a dans mes différentes bibliothèques. En voilà encore un autre. Édition R/R. Jeudi, à moins que celle ne la roue. Payé 21 francs en 1979. Poème de contre-absence. Ceci angoisse. Répondu or. 10 juin. Limpide vent, fragment jamais. Sa noir visage profond assez. C'était chez La Répétition. Autrefois, il y avait une librairie à Paris, rue Saint-André-des-Arts, qui s'appelait Action Poétique. On en sortait toujours avec des choses comme ça. Et évidemment, si je vous le dis pas, vous ne saurez pas, mais ces petites choses en gras en dessous, 79, vous savez quoi ? On est juste l'année d'après la disparition de Daniel Colobert. C'était un hommage. Je crois que c'est ça qui me fait glisser vers Daniel Colobert. J'ai eu cette chance même que Roubaud, je l'ai croisé, j'aurais pas osé lui parler, mais avant même, au moment où j'étais en pleine écriture de mon premier livre, je crois même qu'à l'époque, pour moi, c'était Roubaud qui comptait bien plus que Pérec. Je n'ai pas compris encore Pérec, je ne connaissais pas exactement les liens qui les unissaient. Allez, faut qu'on aille vite. D'ailleurs, tiens, le premier sur la pile s'appelle Octogone, livre de poésie, quelquefois prose. C'est son dernier, j'ai acheté ça l'an dernier. Eh bien, vous savez quoi, je ne l'ai pas encore lu. Peut-être que ce serait ça le thème aujourd'hui. Lire un Roubaud par an. Quel que soit le nombre d'années qui vous reste, eh ben, se dire tous les ans, je lis ou je relis un Roubaud. Et que ça devrait être même quelque chose peut-être d'obligatoire en France. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains. C'est le poème de Baudelaire. Il y a un problème aussi, c'est que Gracq en a fait le titre de son livre sur Nantes, La forme d'une ville. 150 manières de dire la ville avec une contrainte d'énonciation précise. Si vous ne trouvez pas là-dedans au moins 10 propositions d'ateliers d'écriture, c'est que vous n'êtes pas très... Quelque chose noir, ça j'ai pas envie d'en parler, c'est trop sérieux. Peut-être vous connaissez un livre aussi complètement déterminant qui s'appelle le journal d'Alix Cléo Roubaud. Alix Cléo Roubaud était photographe, elle était la compagne de Jacques. À sa disparition, quelque chose noir. Là on est dans la poésie ? Non, pas forcément. Ça parle aussi d'images, ça parle aussi de photos, il n'y a pas de contrainte, roman photo. Le roman se compose d'aventures racontées dans le temps de leur avènement. L'importance et le sens de cette contrainte ne sont pas dissimulés. Au contraire, il est dit explicitement que les choses racontées se passent dans le temps où elles se racontent. Mais on est dans l'absolu, point. Il y a l'endroit où la littérature sort de la mort. Quand vous avez fait ça une fois dans votre vie, ça suffit. Simplement, Jacques, il continue. La vieillesse d'Alexandre. Essai sur quelques états récents du vers français. Ce truc, moi, ça m'a complètement déstabilisé aussi. C'est tout d'un coup, il vous apprend en quoi le vers blanc, les rythmes non comptés en poésie, regardez dans Éluard, finalement réinstaure une norme qui devient plus faible que celle de l'alexandrin, puisque simplement basée sur le fait qu'une détermination négative, que ce n'est pas compté, et que la poésie, il faut qu'elle intègre de réinstaller ici cette contrainte d'obstacle, alors qu'elle est privée même du compte. Et pour ça, il retraverse. Vous savez, il a fait un énorme travail sur les troubadours, par exemple. Évidemment toute la poésie contemporaine. Et c'est bizarre parce que le mien, récemment, vous voyez, j'ai toujours celui-ci. Tout à l'heure, je cherchais, je sais qu'il y a 2 ans, ça a été réédité parce que très longtemps, on ne trouvait plus. C'était chez Maspero. Quel nom, Maspero. La vieillesse d'Alexandre. Et puis, collection Action Poétique, d'ailleurs, dont je vous parlais juste avant. Donc je sais que j'en ai racheté un deuxième. Et j'ai réussi à ne pas retrouver le deuxième alors que j'ai toujours mon vieux. Description du projet, celui-là, la couverture est très moche avec du vert et du bleu, édition Nous, ou Nous plutôt, faut dire, je crois que c'est le Nous grec, qui font un super travail, j'en ai parlé plusieurs fois de Nous, je crois à propos de Manganelli, donc quelque chose comme ça.
Et puis d'autres. Je vais reparler du projet de Jacques Roubaud. Autobiographie, chapitre 10. Là encore, on est dans les classiques comme ça de la manipulation de langue. À quel endroit ces choses-là, finalement, le plaisir que Jacques Roubaud a avec ses copains de l'Oulipo, le plaisir qu'il a à s'exercer dans et par l'Oulipo, il a aussi cette qualité que lorsqu'il se met à écrire, quelque chose se déclenche qui n'a plus rien à voir évidemment avec ce qui peut se faire dans le cadre du collectif et de la contrainte. Poème avec des moments de repos en prose. Vous voyez, toujours cette obstination comme ça à être sur la cassure, la fissure, le déséquilibre de poésie par la prose ou exactement le contraire. Celui-ci s'appelle La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains. C'est normal, j'en ai plusieurs. Un que j'emmène en atelier d'écriture et un que je garde pour moi. C'est logique, non? Il me reste quoi? Les Roubaud qui sont chez Fiction et compagnie. Je ne sais pas trop dans quel ordre les prendre. Le premier peut-être... c'est poésie, 2 points. Attention, poésie, 2 points, entre parenthèses, récit. Et rien de tout ça, chez Roubaud, n'est à la légère. On est encore dans cette période, vous savez, Roubaud, c'est un gars, c'est incroyable. Je vais parler du fait qu'il a été mathématicien, travaillé tout le temps sur les nombres, c'est là-dessus qu'on va finir. Je pense que ce fait d'avoir été mathématicien, d'avoir passé sa vie dans la recherche scientifique, n'est pas un déterminant suffisant pour le fait que, par exemple, dès 1984, moi, mon ordi, c'était 1988. Bergogneau, Jacques Roubaud, c'était dès 1984. Dans les premiers moments où ces trucs-là, il y avait que les mathématiciens ou les codeurs de téléphone qui s'en servaient. Et ça a été un des premiers, par exemple, en utilisant le traitement de texte, dès cette époque-là, dans sa prose, à garder les marques du traitement de texte comme jeunesse du texte, à même la peau du texte, des soulignés, des changements de police, des choses. Et évidemment, avec une joie à le faire et à l'imposer. Et je pense que très longtemps... et en particulier dans tout ce boulot chez Fiction, le fait qu'on puisse utiliser la grammaire de la jeunesse du texte en la rendant lisible à même, comme ça, l'état imprimé, c'est devenu pour lui la source même d'une exploration complémentaire. Roubaud, par exemple, ça a été un des premiers que j'ai eu sur mon carnet d'adresses email. Revenons à Poésie 2 points. Vous savez, il y a ces pages extraordinaires où il décrit les contraintes qu'il a pour marcher dans Paris. Continuez tout droit et prenez la 2e rue sur la droite. Continuez tout droit, prenez la 2e rue sur la droite. Ou bien, ne prenez que des rues par ordre alphabétique. Puis, comme il n'y a qu'une seule rue qui commence par la lettre Z, finalement, vous arriverez toujours au même point. Ou bien, comment faire pour marcher 3 heures dans Paris sans quitter l'abri de colonnades, de passages et sans avoir à se mouiller, etc. Là, on a évidemment un Roubaud d'anthologie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comment cette machine qui est celle de la création poétique reste indépendante de la création poétique elle-même et que peut-être c'est ça qu'il nous offre. Qu'en même temps, la prose, en désignant comme ça des objets d'écriture en avant d'elle, qui sont son utopie d'écriture en avant de la prose, devient encore non pas la prose au service de la poésie. Tenez par exemple Kamo no Shomai, note sans titre. C'est une super belle édition, vous voyez, c'est au bruit du temps. Ce texte japonais n'aurait jamais été traduit, je me souviens, c'était en 2004, où Roubaud m'avait dit « Tu vas au Japon, est-ce que tu peux trouver par telle personne, telle bibliothèque, etc., quelqu'un qui me ramènerait une photocopie de Kamo no Shomai ?» Et je me souviens qu'après mon retour, on s'était vu tout près de chez lui, à la gare Saint-Lazare, à ce moment-là, dans la grande salle des Pas Perdus de Saint-Lazare, où je lui avais remis ce texte-là, 10 ans après. C'est ça, Roubaud, c'est un univers. On en revient à la poésie, dans ces marches comme ça, de 3 heures, 4 heures, 5 heures dans Paris, ou quand il va à Londres, puis qu'il reste 2 mois à la British Library, ou quand il va dans les îles du Grand Nord, les Féoré, les Féroé, les Shetlands. Là encore,
cet exercice de la marche, comment la poésie pour lui est toujours fabrication mentale, accumulation mentale. Et une de nos dernières rencontres, ça explique peut-être ce livre Protocole dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça explique aussi peut-être ma réticence à le lire trop vite. Que passé les 80 ans, le fait que la mémoire ne soit plus aussi plastique, malléable, ils n'arrivent plus à composer 10 lignes, mais doivent s'en tenir à un tercé, à 3 vers. Et en même temps, marche quand même. Ça, c'est poésie 2 points, récit. Grand incendie de Londres, ça pour moi c'est essentiel. Vous savez, c'est pour ça que j'ai une description du projet. À un moment donné, et par hasard de simplement explorer une image, une toile, mais c'est tout ça qui raconte. Quelque chose vous donne un ancrage d'écriture qui rassemble la totalité de ce que vous faites. En même temps, ça part un petit peu de façon invisible. Par exemple, ce livre aussi, qui est pour moi un livre fétiche, L'abominable tisonnier de John... 3 fois. L'abominable tisonnier de John MacTaggart, Ellis MacTaggart, et autres vies plus ou moins brèves. Et on passe tout un livre à savoir comment construire des récits de vie d'après les témoignages, les enquêtes, la documentation, vie de Constantin Cavafy. Forster raconte l'avoir raconté dans une rue d'Alexandrie. Il se tenait debout dans la rue poussiéreuse et ensoleillée, vieux gentleman grec en chapeau de paille, absolument immobile, faisant un angle léger avec l'univers. C'est le 26 de je ne sais pas quel chapitre. Ça aussi, je m'en sers en atelier d'écriture, mais waouh! Je termine avec mathématiques. Mathématiques 2 points, entre parenthèses, récit. Exactement symétrique de poésie, 2 points, récit. Le fait qu'à 16 ans, vous puissiez penser et dire « Il me faut un travail qui me laisse libre d'écrire de la poésie et me consacrer à la poésie. » Et donc, au terme d'une étude rationnelle qu'il raconte ici, monsieur décide de devenir mathématicien. Et en plus, il va le faire. Et en plus, il va le faire bien. Et en plus, les travaux de Roubaud sur les nombres, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui est d'un tel scrupule et d'une telle intégrité qu'il ne se serait pas fait passer pour poète chez les matheux. Ça n'aurait pas marché, de toute façon. Simplement, il y a juste ce truc. Si tu es prof de maths, tu n'as affaire qu'à l'objectivité, et puis donc la poésie qui est tout le contraire, bah, tu seras libre d'en faire autant que tu veux. Et donc à cette époque-là, on a des sursis en tant qu'étudiant. Et puis à la fin des études, mais il faut quand même bien aller le faire, le service militaire. En tant qu'étudiant mathématicien, où est-ce qu'on vous met ? Tiens, on le met au service météo de l'armée, et puis on l'envoie en Algérie. Ouais, bon, si t'es au service météo, t'es pas aux premières loges, ça passera. Il s'agit juste d'attendre un petit peu, et puis ensuite, on sera prof de maths ou chercheur en mathématiques, et on fera sa poésie. Simplement, c'est quoi qu'on leur demande à lui et puis à un autre pote à lui au service météorologique de l'armée ? Eh bien, ce jour-là, en Algérie, la France fait exploser sa première bombe atomique aérienne. Et ce qu'on leur demande aux 2 types, ils sont derrière une espèce de vitrage, c'est-à-dire qu'on est complètement inconscient des radiations et tout ça, c'est de donner le feu vert à l'explosion à une seule condition, que les retombées descendent vers l'Afrique noire et ne puissent en aucun cas remonter vers Alger et vers la métropole. Alors évidemment, la scène chez Roubaud est hallucinante. À peine l'explosion s'est faite, il y a un adjudant qui monte. Vous savez, on a disposé, par exemple, à intervalles réguliers depuis le lieu de l'explosion, à 100 mètres, 300 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre, des épouvantails, mais vêtus de vrais uniformes de l'armée. Est-ce que porter un uniforme de général par rapport à un uniforme de fantassin, voire de tirailleur sénégalais, vous protégerait mieux des radiations atomiques? Et donc ce zozo part au volant d'une Jeep pour voir le résultat de l'explosion. Et ils sont forcés de lui tirer dans les pneus pour le faire s'arrêter. Voilà la compréhension du type. Ce jour-là, Jacques Roubaud a compris que faire des maths et faire de la poésie, c'était pas possible de le séparer de cette façon-là, que les maths, c'était pas à côté du monde ou du politique, ou etc., etc., et que la poésie, par conséquent, non plus. Et
depuis ce temps-là, je crois qu'on a ce marcheur auquel tous on a une grande dette littéraire, aussi humaine. Et c'est pas souvent, pas souvent. À demain.